Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bonsoir une fois encore. Merci de la fidélité à votre émission sur les arts et la culture CLAP. CLAP qui reçoit pour la première fois, et j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi la première fois? Parce que c'est la première fois que nous recevons un invité sur ce nouveau décor. Il s'agit de monsieur Mohamed Amirou Konté. Vous êtes sur le nouveau décor de CLAP. Merci, monsieur Sano, pour l'opportunité que vous m'offrez d'être le premier invité de ce nouveau décor. C'est un décor avec un design qui est vraiment impeccable et je pense que depuis un certain temps, il y a de la créativité et de l'imagination à la RTG, ce qui est une très bonne chose. Alors, monsieur Konté, si on vous demandait de vous présenter, si c'est dans la famille culturelle, le monde dira, oh, bon, on le connaît. Mais ceux qui ne vous connaissent pas. Je suis Mohamed Amirou Konté. Oui. Je suis administrateur civil. Je suis de la 20e promotion de l'université guinéenne. Donc, je suis un produit pur et dur de l'université guinéenne. De l'université Gamal Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Je suis venu dans la culture par passion et par amour. J'ai commencé à jouer dans les troupes de toutes les écoles que j'ai fréquentées, écoles primaires, collèges, lycées, universités, jusqu'à être recruté dans la troupe universitaire nationale par M. Moussa Célestin Camara. Donc j'ai appartenu à cette troupe-là jusqu'au changement de son nom de troupe universitaire après 84, quand les autorités de la Guinée ont décidé que les élèves et étudiants ne devraient pas faire du théâtre. On a changé le nom de la troupe universitaire en Africa Style de Guinée, le style africain du théâtre guinéen. Et c'est M. Moussa Célestin qui nous a encore dirigé jusqu'à une date récente, bien entendu. Et après, je me suis dit que je n'allais pas rester sur le plancher, que je pouvais être ailleurs, mais je voulais servir la culture. J'ai créé donc l'agence culturelle Festicalum, qui est une agence de promotion et de production culturelle, qui a fait ses pas en Guinée, qui a fait ses preuves, qui a organisé beaucoup d'événements culturels, qui a créé des produits comme la Ronde des Poètes Espace Culture, comme le Festival international de théâtre de Guinée, et qui a donné beaucoup de formations aux acteurs opérateurs culturels guinéens, et qui est membre de plusieurs réseaux africains d'opérateurs culturels. Et je crois que c'est là-bas que j'ai commencé à avoir vraiment l'amour de servir entièrement mon pays sur le plan à travers la culture. Non, pas seulement à travers la culture, à travers l'administration culturelle. D'accord. Et donc j'ai reçu des formations en administration culturelle, en montage de projets culturels. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un administrateur culturel simplement. Et en 2014, j'ai été nommé secrétaire général du ministère de la Culture et proposé par Feu Ahmed Tiani Cissé, ministre de la Culture d'alors. Et depuis donc cette date, depuis le 14 mai 2014, je suis secrétaire général au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Monsieur Konté, ce parcours vous a conduit au ministère de la Culture, comme vous venez de le dire. Et aujourd'hui, vous êtes le secrétaire général de ce ministère. Il est clair que c'est toute une carrière, toute une œuvre, tout un catalogue, un véritable prouesse qui se trouve récompensé. Alors, aujourd'hui, depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé au ministère de la Culture. D'abord, l'atmosphère elle-même, elle a changé. La confiance, n'est-ce pas, en soi a changé. Le dialogue entre les travailleurs, les cadres a changé. J'ai demandé au ministre qu'on organise une retraite qui allait servir de cadre de rencontre et d'échange de tous les cadres du ministère, de tous les secteurs. Il a accepté ça avec vraiment beaucoup de gaieté. On a fait 3 jours de retraite. Et ces 3 jours nous ont permis de poser le diagnostic du secteur de la culture, de savoir c'est quoi les contraintes, c'est quoi les avantages et c'est quoi la vision qu'on peut donner au secteur de la culture aujourd'hui. Donc, cette retraite nous a permis d'élaborer
un document qui est un plan d'action stratégique du ministère 2014-2015. Et nous sommes restés dans la logique de ce document depuis qu'on est au ministère pour la réalisation d'un certain nombre d'activités au ministère. Quand je dis tous les secteurs, c'est tous les secteurs. Vous prenez les arts, parce qu'on a 3 grands secteurs au ministère de la Culture. Vous avez les arts, vous avez le patrimoine et vous avez les lettres. Et tous ces 3 grands secteurs ont dégagé des priorités. Mais au moment où on venait, tout était priorité au ministère de la Culture. Nous avons donc priorisé ces priorités pour aller avec une stratégie qui nous permet d'avancer rapidement. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, au ministère de la Culture, nous avons un conseil de cabinet. Avant, il n'y avait aucune réunion de cabinet au ministère de la Culture. Tous les mercredis, tous les directeurs des services au ministère de la Culture, les conseillers du cabinet, le secrétaire général, le chef de cabinet, ils se retrouvent en cadre pour discuter des problèmes du secteur, des problèmes du ministère, mais les problèmes du secteur. Ce qui est important, parce que les réunions de concertation permettent d'avoir des idées, et non pas une idée, de pouvoir avancer sur les idées, de pouvoir connaître l'avis de l'autre. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs on dit quelque part, si vous voyez au départ que tout le monde est à la même solution par rapport à un problème, c'est que personne n'a réfléchi assez. Tout à fait. Parce qu'il faudrait qu'ils se retrouvent, discuter, dégager des idées pour trouver la solution. Des débats contradictoires. Exactement. C'est ce qui fait marcher une société. Des débats contradictoires. Ne dites pas que c'est votre idée qui peut passer, qui doit passer. Demandez aux autres s'ils n'ont pas d'idée. Et puis vous les mettez ensemble, on trouve, n'est-ce pas, la meilleure idée possible qui soit maintenant le fruit d'un consensus. Et ça, depuis que nous sommes arrivés au ministère de la Culture, il y a cette atmosphère de gaieté, de joie, tout le monde de retrouvailles, parce que le secteur de la culture, ce n'est pas un secteur de combat ou de lutte. Si c'est la lutte et le combat, c'est pour le développement culturel, mais pas la lutte de personne, la lutte pour un poste, la lutte pour une place. Non. Les hommes de culture ont dépassé, n'est-ce pas, ce stade-là. C'est pour cela que nous disons généralement que nous ne sommes pas comme les acteurs politiques, nous les acteurs culturels, parce que nous, tout ce que nous faisons est bien réfléchi et c'est pour que le pays avance. Nous sommes des acteurs qui donnent de la joie, n'est-ce pas, aux populations, du bonheur aux populations. C'est ça un homme de culture. Donc voilà que ça, aujourd'hui, ça permet aux gens au cadre de se mettre en confiance, de dire « Ah, je suis intéressé par ce qui se fait au ministère de la Culture. On me consulte, on demande mon avis. » Et pour n'importe quel problème. Et pour dire que quelque chose a changé, les projets qui sont dans le plan d'action, qui sont montés par les services, sont partagés par l'ensemble des cadres. Quand la Direction nationale du patrimoine élabore le projet d'inventaire du patrimoine national, le projet est distribué à tous les directeurs, à tous les services, à tous les responsables des services, et on demande leur avis. Si, quand le directeur national des arts monte le projet du Festival national des arts et de la culture, ce projet est partagé par l'ensemble des cadres, n'est-ce pas, des cadres du ministère, pour qu'on ait une seule voix, un seul langage sur un projet, mais pas plusieurs langages pour un projet, parce que ces projets, on doit les défendre quelque part. Si la Direction nationale des lettres monte un projet, le projet, je prends un exemple, le projet de mise en œuvre du concours national, du concours littéraire national doté du Grand Prix du Président de la République, c'est tout le monde qui doit normalement, comme on appelle, discuter de ça. Si le cabinet initie un projet, comme il l'a fait déjà, les grands chantiers culturels du chef de l'État, ce projet est discuté par l'ensemble des cadres du ministère. En ce moment, c'est des projets qui sont communs au ministère, pas communs comme on appelle, à une poignée de personnes. Et ce qui a changé, donc la démarche a changé, la méthodologie a changé. Et aujourd'hui, on est dans un ministère où les gens, on ne se regarde plus comme des ennemis, mais on se regarde comme des collaborateurs pour faire avancer le secteur de la culture nationale. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à la réalisation d'événements ou d'activités qui sont conçus, n'est-ce pas, par l'ensemble des cadres. D'accord. Ce n'est plus
quelqu'un, une seule personne qui travaille, même si c'est lui qui a élaboré, il faut qu'on partage, parce qu'une personne, c'est une personne, plusieurs personnes, c'est plusieurs idées. Et qu'on partage, on dit, c'est le projet du ministère. C'est pour cela que tous les projets, on dit ministère de la Culture et du Patrimoine historique, c'est un projet qui est porté par le ministère. Parce que ce sont des fonctionnaires, il faut les faire travailler. Oui. Ils sont payés à la fin du mois, il faut les faire travailler, mais c'est pas parce qu'ils sont payés à la fin du mois qu'il faut les faire travailler. C'est parce qu'ils trouvent leur compte qu'il faut les faire travailler. Parce qu'ils pensent que ce travail-là, ils le font pour la nation guinéenne, qui doivent normalement être mis en confiance pour faire ce travail. Ça, c'est un aspect qui a changé et qui nous fait vraiment avancer aujourd'hui au ministère de la Culture et du Patrimoine historique. D'accord. Aujourd'hui, monsieur le secrétaire général, les rencontres culturelles sont vraiment rares. Qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà un des aspects sur lesquels nous avons vraiment réfléchi. Et quand tu parles d'événements culturels, il y a forcément le problème de financement. Exactement. Et ce problème de financement, pour régler carrément ce mécanisme-là, nous avons proposé de mettre en place le fonds d'aide à la culture. Okay. C'est le fonds qui permet d'accompagner l'action culturelle. Le fonds, il vous souviendra qu'en Guinée, il y avait... Ce fonds existe déjà? Ce fonds existe sur papier. Bien entendu, parce qu'il y a un établissement public au ministère de la Culture qui s'appelle Fonds d'aide à la culture, FODAC. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas d'accompagnement. Oui, mais comment vous pouvez aider si vous n'avez pas les moyens? Si, c'est la stratégie que nous sommes en train de mettre en place. Je vais en venir. Je vous donne l'exemple du programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, le PSIC-D. Qui, quand il était présent, quand il était fonctionnel en Guinée, mais c'est pour dire que c'est le fait... Le Fonds européen de développement. Oui. Donc c'est l'argent du contribuable européen. Quand ce fonds était mis en place en Guinée, et bien entendu avec d'autres pays de la sous-région, il y avait plusieurs festivals et événements culturels en Guinée. Exactement. Il y a eu beaucoup de créations culturelles. Hein? J'étais le président des festivals et événements culturels, comme on appelle en Guinée. Il y avait beaucoup d'événements culturels. Je me rappelle d'alors, nous-mêmes, nous avions bénéficié d'un financement qui nous a permis de faire un film. Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est la présentation d'un projet porté par les opérateurs culturels du secteur privé ou du secteur public, que le projet est étudié et on prend la décision de donner un financement à ce projet. Exactement. Il y avait des critères à respecter et le PSIC même a favoriser la formation d'un certain nombre d'acteurs culturels pour le montage de projets, le suivi et évaluation de projets. Et cela a permis donc aux opérateurs culturels guinéens de monter des projets et ces projets ont été financés par le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées. Pourquoi ne pas transformer ce fonds en un programme qui va financer des projets portés par des acteurs culturels ou des opérateurs culturels, publics ou privés. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le paysage culturel, la contribution de l'État, la participation de l'État pour l'accompagnement des acteurs opérateurs culturels n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'il n'y a pas de ligne pour accompagner les acteurs culturels. Donc c'est pour cela le mécanisme de financement qui règle carrément le problème de financement de l'action culturelle en Afrique, dans la sous-région, c'est le fonds. Au Sénégal, vous avez le fonds, au Mali, vous avez le fonds, au Burkina Faso, au Niger, vous avez des fonds qui permettent aux acteurs culturels d'être accompagnés par l'État. Et si cela est fait, vous avez l'engouement dans le domaine de la création et dans le domaine de la diffusion, n'est-ce pas, artistique et culturelle. Et même dans le domaine du management culturel, dans le domaine de l'organisation des événements, que ce soit des concerts, des manifestations simplement, ou accompagner des acteurs qui ont un projet, par exemple, de cinéma, pour réaliser un film, accompagner des gens qui ont une formation à donner dans le cadre du développement de l'action culturelle, accompagner le secteur du patrimoine pour la préservation de notre identité culturelle nationale qui est notre patrimoine. Dans tous ces aspects-là, permettent à l'État d'être présent sur ces lieux et sur ces événements-là et de dire que l'État apporte, n'est-ce pas, une contribution ne serait-ce que
comme on appelle, partiel, parce que l'État ne peut pas prendre tout en charge. Mais quand on monte un projet, on a des critères, on a l'apport de porteurs de projet et on a l'apport d'autres partenaires, plus l'État qui va apporter. Donc c'est sur ça que nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que l'action de l'État dans le cadre du développement de l'action culturelle soit visible et lisible. Et ça, le fonds d'aide à la culture règle carrément ce problème. Le projet est monté avec tous les documents qu'il faut pour que cela se fasse. Et je pense que ce qu'on dit là va tomber dans de bonnes oreilles pour que l'État puisse accompagner le secteur de la culture. Parce que le ministère de la Culture, qui a un budget qui ne dit pas son nom, qui a vraiment un budget pas tellement grand, ne peut pas accompagner les acteurs-là parce que dans notre ligne, il n'y a pas d'accompagnement de ces acteurs-là. Quand nous sommes passés en conférence budgétaire, nous avons ciblé un certain nombre d'événements majeurs de la Guinée pour qu'ils soient accompagnés. Tout a été biffé, donc nous nous sommes dit qu'il faut, comme on appelle, se rabattre pour le lobbying, pour qu'on puisse mettre en place le fonds d'aide à la culture qui va régler le problème, le mécanisme de financement de la culture. D'accord. Vous entendant parler, M. Conté, on a l'impression que nous avons affaire à M. Ahmed Tidiane Cissé. Vous êtes en train de parler le même langage. Selon vous, qui était cet homme? D'abord, nous avions la même vision. Oui. C'est vraiment on a mené le même combat depuis des années pour la culture, quand il n'était même pas député. Quand il était venu pour implanter le RPG en Guinée. Et c'est là on l'a connu. On a mené le même combat et j'ai compris tout de suite que c'était un monsieur avec lequel il fallait travailler. Et c'est ce que j'ai fait. Et Dieu a bien fait que je sois coopté par lui pour être secrétaire général, parce que c'est un intellectuel, Ahmed Tidiane Cissé, c'est un intellectuel, c'est un homme de culture tout court. Et c'était quelqu'un qui aimait son pays. Parce que celui qui aime la culture de son pays, aime son pays, simplement. Il aimait la culture. Je vous apprends que Ahmed Tidiane Cissé a été professeur d'expression corporelle. D'expression corporelle en France. C'est-à-dire professeur de danse africaine. Ils étaient que 2 en Europe en ce moment. Et il a été un de ceux qui ont porté la culture et qui ont fait la promotion de la culture, surtout la culture guinéenne, en particulier la culture générale, la culture africaine en général, en France. Ce monsieur qui a, comme on appelle, un diplôme de la Sorbonne, a laissé le diplôme dans les tiroirs pour monter sur le plancher et pour faire, d'abord jouer. Lui-même, il était danseur, il était comédien, dramaturge, pour faire comprendre aux Blancs que nous avons notre culture. Malgré qu'il est resté longtemps en Europe, il avait quand même il avait sa racine, il aimait son village Kangoléa, il aimait vraiment son village, et il a fait des écrits sur Kangoléa, et il a fait la promotion d'une partie de notre pays, de la Guinée, qui se trouve à Doubreka, dans la préfecture de Doubreka, et Ahmed Tidiane Cissé, il se trouve qu'on est de la même préfecture, il a aimé ça, il a vraiment aimé, et qu'on ait la même vision. Donc c'est un monsieur qui ne lésinait pas sur les moyens pour accompagner, pour faire la promotion de la culture, pour parler de la culture. Et nous-mêmes, c'est la même chose que nous faisons depuis des années. Et il vous souviendra que je suis passé dans plusieurs émissions ici, que j'ai dénoncé l'attitude, n'est-ce pas, des autorités face à la culture. Maintenant que je suis à l'intérieur du système, le combat, c'est que faire comprendre aux autorités que la culture est importante dans la vie d'une nation. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté dit que la culture est un secteur porteur de croissance. Or, c'est le seul document de référence en Guinée pour l'intervention et de l'État et des partenaires de développement. Donc, la culture devrait être prise au sérieux. Mais moi, je vous dis que cette culture-là, ce secteur de la culture est prise au sérieux. Pourquoi? L'État crée un ministère de la culture, n'est-ce pas? L'État nomme des cadres. L'État donne un budget, même si le budget n'est pas tellement consistant. L'État donne un budget. Cela veut dire que c'est aux acteurs qui sont à l'intérieur, les acteurs au ministère de la Culture, les acteurs culturels privés, qui doivent montrer à l'État que le secteur de la culture est important. Il ne s'agit plus de dire que le secteur de la culture est important. Moi je dis par rapport à la création, l'État sait déjà que le secteur de la culture est important. Oui, mais on a le problème du secteur culturel aujourd'hui.
vous ne pouvez pas dire la culture importante si vous ne donnez pas les statistiques. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques. Il y a un service qui est créé au ministère de la Culture qui est chargé des statistiques. Nous sommes en train de travailler dessus pour qu'en 2015, on puisse sortir les statistiques. Ce que la culture apporte, n'est-ce pas, au développement de notre pays. Parce que si vous n'avez pas de statistiques, vous ne pouvez convaincre personne. Les arguments, ces arguments-là doivent se retrouver dans les statistiques pour dire chaque année, nous avons tel nombre de spectacles, chaque année, nous avons tel nombre de spectateurs, chaque année, voilà ce que les gens apportent quand ils rentrent dans les salles de spectacle. Oui. Voilà ce qu'on apporte, voilà comment les gens vivent, voilà quand on organise un événement à caractère international, que des gens viennent, n'est-ce pas, d'autres pays, voilà ce qu'ils achètent comme artisanat, comme objet d'art dans notre pays, voilà où ils sont logés dans un hôtel, voilà ce que ça fait comme recette pour l'hôtel, voilà ce que ça fait si c'est un événement où il y a la sécurité, qu'est-ce que la sécurité a reçu. C'est ces statistiques qu'on n'a pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler aux gens, seulement la littérature, ça ne passe pas. Il faut donner des statistiques qui donnent, comme on appelle, le déclic pour dire, ah, mais ce secteur, il est important. Je vous donne un exemple. Il y a le fonds de garantie de l'industrie culturelle de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Et ce fonds de garantie est basé à Lomé. Le coordinateur de ce fonds est venu en Guinée pour sensibiliser les acteurs culturels pour le sérieux qu'ils doivent avoir pour bénéficier de ce fonds de garantie. J'étais assis avec un employé de banque, un responsable de banque, pardon, qui m'a donné une carte en écrivant qu'il voulait avoir des statistiques du domaine culturel. J'ai dit, monsieur, on n'a pas de statistiques. On n'en a pas. Mais ça, c'est très grave. Parce qu'un secteur qui n'a pas de statistiques, c'est comme si c'était pas un secteur, si c'est un secteur qui n'est pas sérieux. Or, nous avons des services qui vont nous donner des statistiques. Nous avons commencé. 2015, là, nous aurons des statistiques sur le plan culturel. Qu'est-ce que la culture a apporté au développement de la Guinée en 2015? En ce moment, nous pouvons dire à l'État, voilà que nous apportons ça, n'est-ce pas, au développement de la culture. Voilà que vous pouvez, n'est-ce pas, nous accompagner. Parce que nous sommes dans un secteur sérieux qui peut, n'est-ce pas, créer la richesse et créer de l'emploi. Si vous n'avez pas ces statistiques-là, vous n'avez pas ces données, personne n'aura confiance en vous. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. Alors, M. Conté, vous venez de dire qu'à votre arrivée au ministère de la Culture, vous avez trouvé que tout était priorité. Mais il y avait la priorité des priorités, n'est-ce pas? À votre venue également, vous avez courtisé M. Hamedi Tidjani Sissi, vous avez fait des confidences pour honorer sa mémoire. Qu'est-ce qu'il faut réaliser dans ce qu'il vous a confié? Le premier projet... Priorité des priorités, là. Le premier projet, c'est les États généraux de la culture. D'accord. Les États généraux de la culture vont nous permettre de faire quoi? Ils vont nous permettre d'élaborer le document de politique culturelle nationale. D'accord. Je vous ai parlé de statistiques parce que tout simplement, on n'a pas de vision. Ce qu'on fait demain, on l'écrit aujourd'hui. Ou quand on arrive demain, on dit voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Le document de politique culturelle va décliner sur 5 ans, 2016-2020. Les 5 années-là, l'État saura combien il doit mettre dans le développement et dans la promotion culturelle. Les partenaires de développement sauront combien ils peuvent, n'est-ce pas, mettre dans la cagnotte pour le développement culturel. Aujourd'hui, on va les voir pour dire on veut ça, on veut ça, on veut ça. On n'a pas de document, on n'a aucun projet. Et donc, les États généraux de la culture vont nous permettre de régler ce problème. D'accord. Les États généraux de la culture vont nous permettre de cibler des actions, des projets et programmes à réaliser sur 5 ans. Dans le domaine de la création artistique et littéraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le domaine de la production, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le domaine des équipements et des infrastructures, je veux parler palais de la culture, je veux parler musée national, je veux parler bibliothèque nationale, je veux parler centres culturels régionaux, je veux parler des bibliothèques régionales, des musées régionaux, je veux parler même des bibliothèques dans les quartiers. Pour la création de ces espaces-là, qu'est-ce qui est envisagé? Non, mais on n'a pas fini encore de... On n'a même pas fait les États généraux de la culture. Ah oui, c'est les États généraux de la culture qui vont nous permettre de dégager tout ça. Et aussi dans le domaine du patrimoine.
Nous avons un patrimoine riche et varié, on le crie partout, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce patrimoine-là. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de monuments nous avons, combien de sites nous avons, combien de biens culturels nous avons. Nous devons le faire. Oui, c'est un projet. Excusez-moi, pour répertorier ces sites lors du passage de l'honorable Ahmed Tidiane Cissé, je crois qu'il était question de recruter 500 jeunes. 500 jeunes. Oui, oui. C'est un projet qui est encore là. Projet. Nous voulons que cette année, on commence l'inventaire par la Basse-Guinée. Exactement. Il faut toujours commencer quelque part. La Basse-Guinée est plus proche, qu'on a créé dans la Basse-Guinée, plus proche de nous. On commence par la Basse-Guinée, on continue. L'inventaire du patrimoine va nous permettre de savoir le patrimoine réel que nous avons. Ce que nous avons, il ne faut pas, comme on appelle, donner des faux chiffres ou des fausses données. Il faut donner le réel. En temps réel, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Basse-Guinée comme lieu de création, de diffusion, comme mosquée, comme église, comme lieu de culte, et comme monument, comme site, etc. Et ça va nous permettre de dessiner la carte culturelle de la Basse-Guinée, donc de chaque région, et la carte culturelle de la Guinée. Aujourd'hui, on n'a pas de carte culturelle. On ne peut pas savoir ce qu'on a en Guinée réellement. On le dit comme ça parce que nous sommes opérateurs culturels, nous avons sillonné la Guinée, on a un certain nombre d'idées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre tout ça sur papier et communiquer dessus. Il faut communiquer. Nous pouvons avoir des biens que nous pouvons inscrire sur la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que ça nous permet de régler un problème, de régler la destination ou les destinations guinéennes sur le plan touristique. N'est-ce pas? Parce que si vous communiquez dessus, les gens savent, ils peuvent venir. J'étais au Cambodge il y a 2 semaines, à l'occasion de la conférence mondiale, la première conférence mondiale sur le tourisme et la culture. Et quand les gens ont posé les problèmes de destination de leur pays, au Cambodge, je vous l'apprends, le Cambodge sur le plan touristique génère 3,5 milliards de dollars. Seulement le tourisme. Wow. Parce qu'ils ont su valoriser les sites qui sont là-bas, tous les temples qui sont là. C'est vrai qu'il y avait la guerre civile, certains temples ont été en partie détruits, mais l'État a trouvé les moyens pour restaurer tous ces temples-là, pour permettre aux visiteurs de venir. Parce que le problème du tourisme aussi, c'est quoi? C'est pas seulement que les étrangers qui doivent venir pour visiter. Si vous êtes guinéen, vous avez des sites touristiques, vous devez aller visiter ces sites-là pour comprendre votre histoire, pour comprendre, n'est-ce pas, c'est quoi votre pays. Et au Cambodge, c'est ça la particularité. C'est des Cambodgiens qui sont les premiers visiteurs des temples. Après viennent les étrangers. Ils sont toujours là. Et ça permet de créer des emplois. Si ces sites sont, comme on appelle, revus, reconstruits, ça permet de créer des emplois. Parce qu'il y a des guides au niveau de ces sites-là. Il y a la sécurité au niveau de ces guides-là. Ça crée de l'emploi et ça règle un problème dans le secteur de la culture de création de l'emploi. Donc j'ai ouvert cette parenthèse pour comprendre que la culture doit aller forcément avec le tourisme. Et le représentant du ministère du Tourisme, le conseiller M. Silla, qui est conseiller du tourisme, nous allons faire un travail ensemble pour que le tourisme et la culture puissent aller, comme on appelle, de pair, parce que sans la culture, le tourisme n'est rien. Et ça, c'est connu de tous, de tout le monde. Donc voilà des axes que nous sommes en train comme on appelle, d'explorer. Les états généraux de la culture vont nous permettre d'avoir un document, une stratégie pour avancer. Aujourd'hui, on n'a pas de stratégie, on navigue à vue parce qu'on a une idée aujourd'hui, on dit on va le faire demain. Et ça, c'est pas cohérent et c'est pas professionnel. Pour aller de l'avant, il faut avoir une stratégie et rester dans le sillage de cette stratégie-là pour que l'État et les partenaires de développement puissent, comme on appelle, accompagner le secteur de la culture. Mais ça, je vous dis que ce secteur-là, s'il est bien, comme on appelle, les acteurs qui travaillent bien, demain, peut-être qu'on n'a pas besoin du budget de l'État pour faire avancer le secteur de la culture. C'est une mine d'or, le secteur de la culture. Il faut travailler l'esprit, il faut être imaginatif, il faut créer, n'est-ce pas, des situations pour faire avancer les choses. En ce moment, les partenaires de développement, n'est-ce pas, vont avoir confiance au secteur, ils vont accompagner. Mais le premier pas,
je n'ai pas dit que l'État doit mettre les moyens, mais l'État doit faire du secteur de la culture un secteur prioritaire. Un secteur, c'est une décision politique qu'il faut prendre. En ce moment, on saura mais un secteur qu'on ne peut pas viabiliser sans les moyens, si vous dites que... Je n'ai pas dit sans les moyens. Oui. Et si vous avez des idées, n'est-ce pas, ces idées vont amener des moyens. D'accord. N'est-ce pas, ces idées vont amener les moyens. L'État met les moyens, n'est-ce pas, qu'il peut mettre. Nous sommes dans un pays en voie de développement. C'est un pays qui n'est pas... Avec Ebola d'ailleurs, il n'y a pas de recette, vous le savez. Et donc, je ne suis pas en train de défendre l'État. Je suis en train de dire que le secteur de la culture peut apporter, n'est-ce pas, peut engranger de l'argent sans passer par l'État. Si nous avons des activités qui peuvent avoir besoin de la contribution des partenaires, il faut que ce soit des dossiers forts, bien ficelés, bancables, qui peuvent nous permettre d'aller chercher l'argent. C'est très simple. C'est très simple. Les autres pays le font. Pourquoi pas nous? Les autres pays ont l'argent avec les partenaires. Pourquoi pas nous? Donc il ne faut pas qu'on se dise que l'État doit payer tout. L'État ne peut pas tout payer. Nous ne sommes pas dans un régime où l'État régente tout. Nous sommes dans un pays libéral où l'État fait ce qu'il peut faire, mais que ces acteurs qui sont sur le terrain puissent être proactifs, imaginatifs, pour aller chercher les partenaires et être, comme on appelle, réaliser des activités ou des projets qu'ils ont ciblés dans leur plan d'action. Vous avez parlé du mariage culture et tourisme. Oui. Et si j'ai la bonne mémoire, pour mieux valoriser son mariage, il était question d'envisager un partenariat entre le ministère de la Culture et le ministère de la Communication pour la restitution de notre culture à travers les médias. Aujourd'hui, où nous en sommes avec ce projet? Nous allons remettre ce projet sur la table, c'est vrai, parce que la communication est un instrument on vous a vu sillonner dans les radios, ici même à la RTG, vous êtes passé. Oui. Je suis passé à la RTG sur l'invitation du directeur général pour dire qu'à partir du 1er janvier, les clips qui ne sont pas des clips authentiquement guinéens ne passent pas mais pas seulement dans l'émission, comme on appelle, musique d'ailleurs. Non, dans notre playlist. Dans leur playlist. Parce que là, certains n'avaient pas bien compris. Ils avaient pensé que le directeur général a dit que ça ne passait pas sur la télévision. Ça passe dans l'émission, pas dans le playlist, exactement. Voilà, pas dans les ou dans des émissions spécialisées. Tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est une bonne chose. Et la télévision est un instrument privilégié de promotion de la culture nationale. Ce qu'on fait passer à la télévision, si ça concerne notre culture nationale, doit avoir les attributs de notre culture nationale. Effectivement. Ça, c'est pas méchant. Je sais qu'on a lancé des œufs pourris au directeur de la RTG pour dire qu'il a dit ça et qu'il ne devait pas le dire. Mais c'est son travail. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas c'est quelle année, le gouvernement ivoirien a pris la décision d'arrêter la publicité sur la télévision ivoirienne pour faire la promotion de la culture, n'est-ce pas, la culture ivoirienne. Oui. Le gouvernement a demandé à la RTI d'aller dans les villages, n'est-ce pas, de faire des reportages sur les fêtes que nous avons, sur des rites, sur des coutumes que nous avons dans les villages et de faire diffuser ça. Le gouvernement ivoirien avait décidé que c'était plus important de voir ces productions culturelles que de voir des sports. Mais le gouvernement a décidé de donner l'argent à la place des, comme on appelle, des sports. L'argent que les sports, comme on appelle, générer. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Si la télévision n'est pas un instrument de valorisation de la culture, je ne sais pas quel est l'instrument que nous avons pour mieux valoriser la culture nationale. Je vous l'ai dit avant l'émission que ce plateau peut nous permettre au ministère de la Culture de produire les ensembles nationaux, des spectacles qui vont être montés, des spectacles de qualité, pour au moins améliorer les produits, le programme de la RTG. Et ça, on peut le faire. Et cette collaboration va être renforcée entre le ministère de la Communication et le ministère de la Culture. Il y a un aspect que j'ai oublié au départ. Quand nous avons pris fonction, nous sommes allés rencontrer la plupart des ministres pour leur parler de la culture. C'est quoi notre culture? Quelle a été leur réaction? Non, tous ont dit que la culture doit être une priorité. Oui. Est-ce que ça ne s'est pas arrêté là-bas? Non, c'est notre travail maintenant. Si les gens disent que la culture est une priorité, il faut les prendre au mot. Il faut faire des actions pour les permettre de venir, n'est-ce pas, dans ces actions-là.
Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et avec le ministère de la Communication, on va le faire. Avec le ministère du Tourisme, on va le faire. Avec le ministère de l'Artisanat, on va le faire. Avec les autres ministères, n'est-ce pas, on va le faire pour que les gens comprennent déjà l'importance de la culture dans le développement d'un pays. Mais s'ils ne connaissent pas, ils ne fournissent aucun effort. Vous partez vers eux. Nous sommes allés au ministère de la Coopération. Ils nous ont dit, c'est la première fois qu'on reçoit une délégation du ministère de la Culture pour venir nous parler de la culture. J'ai dit oui, parce que vous êtes là, vous êtes le ministère de la Coopération. Tous les accords de coopération se passent au ministère ici, mais il n'y a jamais eu de volet culturel dans ces accords de coopération. J'ai donné un exemple au ministère de la Coopération. J'ai dit, le roi du Maroc est venu ici, il a signé combien, 25 ou 26 conventions ou contrats. Il n'y a jamais de volet culturel. Culturel, oui. J'ai dit, et ça, nous, on ne peut pas accepter ça. Et donc, quand même, quand vous avez des commissions mixtes, quand vous avez des réunions pour l'élaboration des protocoles, comme on appelle, ou des accords de coopération, il faut quand même que le secteur de la culture soit présent dans ces documents parce que nous avons besoin aussi d'être en contact avec les autres pays sur le plan de la coopération culturelle. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire général, monsieur Conté, vous êtes dans l'émission sur CLAP, sur les arts et la culture. Il est un peu difficile aussi de parler de la culture si les hommes de culture n'ont pas d'espace d'expression. On se rappelle, avant, il y avait beaucoup de salles de cinéma en Guinée, et à un moment qui servaient même à des lieux de spectacle. Mais aujourd'hui, le constat est très amer. Mais ici même à la RTG, nous avons un jeune qui a pris sa caméra. Il dit, pour l'émission CLAP, je vous en fais un cadeau. Laissez-moi sortir faire juste le tour pour faire l'état des lieux de quelques salles de cinéma qui existent encore. Et on vous donne ce reportage et puis vous allez vous déterminer là-dessus. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, juste le temps à notre invité de souffler un peu. Je vous laisse suivre ce reportage qui retrace un peu l'état des lieux des salles de cinéma à Conakry. Le cinéma Rialto, première salle de cinéma de Guinée construite en 1922, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Certains souhaiteraient voir ce cinéma transformé en musée. Mais en l'an 2000, les autorités décident de privatiser les salles de cinéma du pays. Le Rialto et 27 autres salles de cinéma quittent ainsi le portefeuille de l'État. Tous sont vidés de leur équipement et transformés en des magasins de stockage. Certains, comme le cinéma Triomphe ou le Palace, ont disparu. À leur place ont été construits des hôtels ou autres bâtiments. Les salles de cinéma sont des lieux de rencontre, d'éducation et des puissants moyens de communication. Donc leur disparition quand même a apporté du tort au cinéma national. Alors que la Guinée est un pays d'hommes de culture, des grands artistes. Nous avons des grands cinéastes. La disparition des salles de cinéma a sérieusement affecté les activités des cinéastes guinéens. Le cinéma ne suscite plus le même intérêt chez les décideurs. Diasso Abdoulaye est pourtant convaincu que c'est le meilleur moyen de promouvoir la culture du pays. Le cinéma en lui-même est un art et cet art est incontournable. Le problème du cinéma, c'est une question de souveraineté. Il n'y a pas meilleur ambassadeur, il n'y a pas meilleur diplomate, il n'y a pas meilleure éducation en dehors du cinéma. À Matam, plusieurs se souviennent du cinéma mandingue en banlieue de Conakry. Assis autour de la salle, plusieurs nostalgiques gardent encore en mémoire les beaux jours de cette salle de projection. Moi, je connais ce cinéma depuis très jeune. Tout presque Conakry venait ici. Matam, les jeunes de tous les quartiers venaient ici. Donc l'ambiance était vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, seul le cinéma Liberté est resté dans le portefeuille de l'État et est en mesure de fonctionner, même si ses portes restent fermées. L'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photo, ONACIG, accuse le locataire des lieux de privilégier les intérêts du bar au détriment du cinéma. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, juste après cet extrait, nous revenons à notre invité. Vous avez vu, hein, le constat est très amer. Oui, c'est révoltant même, c'est même révoltant. Toutes les salles de cinéma ont été bradées. Oui. Ce qui est révoltant, c'est que ce qui s'y passe là-dedans, ça n'a rien de commun avec la culture.
Malheureusement. C'est ce qui est révoltant. Et on me dira que avec la télévision, et avec le développement technologique, les salles de cinéma ne sont pas importantes. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La technologie, là, le développement de la technologie, ça vient de l'Occident. Il y a des salles de cinéma en Occident. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de salles et c'est devenu... Et puis, les salles de cinéma... Et puis ce n'est pas le même engouement. Non. Regarder un film chez toi au salon et venir avec des amis suivre un film dans une salle de cinéma, c'est pas le même engouement. C'est toute une culture. Oui. C'est ça le problème. Oui. Nous, on partait dans les salles de cinéma parce qu'il fallait changer d'environnement. Il fallait venir là parce que ça permet, n'est-ce pas, à l'esprit de se reposer, de se recréer. Mais aujourd'hui... Et puis tout le monde ne peut pas venir chez toi regarder un film, mais tout le monde peut aller dans une salle de cinéma suivre un film. Hein. Le problème des salles de cinéma, nous l'avons posé. Le problème, c'est que c'est bradé, c'est fini, c'est bradé. Oui. Qu'est-ce que l'État doit faire pour récupérer? C'est le gros point d'interrogation. C'est le gros point d'interrogation. Et les salles de cinéma sont en train... C'est-à-dire, on a bradé, et ceux à qui on a bradé, eux aussi, ils ont, comme on appelle, ils ont vendu à d'autres personnes. Donc c'est devenu une chaîne. On ne sait même pas à qui on doit s'adresser pour dire, bon, quand il s'agit de récupération, comment on peut faire. Mais je pense que... Vous pensez qu'il y a un espoir dans ce sens? Non, je n'ai pas d'espoir de récupération. Je pose le problème parce que quand ça énerve, on a même, comme on appelle, on a des difficultés d'en parler. Mais le cinéma, le secteur du cinéma est un secteur qui, comme on appelle, est en train d'être organisé par le ministère de la Culture. Et c'est vrai, dans le reportage, on parle du cinéma Liberté. C'est vrai que nous avons rencontré Antonio, qui est le propriétaire de MLS, qui a un contrat avec le ministère concernant... Quel ministère de la Culture? Le ministère de la Culture, si. Oui, d'accord. Oui, ça, le cinéma Liberté est sous la tutelle du ministère de la Culture. Et Antonio, on a signé un contrat. Qui pouvait servir de salle de spectacle, oui. Qui pouvait servir d'espace d'expression. C'est ce qu'on est en train, on est en train de convaincre Antonio pour que le cinéma Liberté, qui est une salle de cinéma, qui a pour première activité la projection de films. Monsieur Conti, oui. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi convaincre Monsieur Antonio? Mais on doit le convaincre parce que les négociations ont été très mal ficelées. C'est ça le problème. Donc nous, on veut quelque chose. On va le convaincre. Les négociations ont été très mal ficelées. Et les gens ont été très légers, n'est-ce pas, avec... Ces négociations devraient aboutir à quoi? À la fermeture? Ça fait des années et des années cette salle est fermée. Il faut qu'on aille pas à pas. Ok. Il faut qu'on aille pas à pas pour avoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut mettre dans le cinéma Liberté. Si on peut l'avoir par des négociations, il n'y a pas de problème. Et il faut que des films soient projetés dans cette salle. Il faut qu'il y ait des spectacles, n'est-ce pas, dans cette salle. En attendant de construire le palais? Sur le principe, on est d'accord. En attendant de construire le palais de la culture. Concernant le palais de la culture, nous sommes en train aujourd'hui, avec le ministère de la Jeunesse, de faire un travail pour l'étude de faisabilité du palais de la jeunesse et de la culture. D'accord. Il y a un cabinet qui est présent en Guinée, le cabinet, le 3e pôle, c'est un cabinet français, qui est en train donc de faire l'étude de faisabilité pour nous montrer le projet de construction du palais de la jeunesse et de la culture. Cet effort commun, cette synergie entre le ministère de la Jeunesse va être très bien parce qu'elle va permettre à la Guinée d'avoir un équipement, mais un équipement moderne, un équipement avec plusieurs espaces, pas un seul espace de création et de diffusion. Donc pas un petit lopin de terrain qu'on va vous donner pour la construction de ce palais. Non, il faut un terrain, aujourd'hui, M. Conté, Conakry est saturé. Oui, Conakry est saturé. On ne sait pas encore où on va mettre. On ne sait pas encore où on va mettre ce palais de la jeunesse et de la culture. On ne sait pas. Il y a une mission
qui va sortir pour regarder, voir Conakry, voir ailleurs, jusqu'au kilomètre 36 ou jusqu'à Dubreka, pour voir où on peut mettre, n'est-ce pas, cet espace-là. Mais il est important que cet équipement soit installé en Guinée. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de salle de spectacle dans ce pays. Le seul salle de spectacle digne de ce nom, c'est le Centre culturel franco-guinéen. Le Palais du Peuple, ce n'est pas une salle de spectacle, c'est une salle de congrès. Oui. C'est le centre culturel qui a été conçu comme étant une salle pour recevoir des spectacles. Mais cette salle de spectacle ne fait que 299 places. Oui. N'est-ce pas? 299 places pour un spectacle et pour un certain type de spectacle. Parce que les ballets africains ne peuvent pas se produire comme ils se produiraient, n'est-ce pas, dans des grandes scènes, sur la scène du centre culturel. Donc on a besoin d'espace qui peut recevoir des grandes créations artistiques et culturelles, qui peuvent recevoir des grands concerts de musique, qui soient des concerts portés par des artistes guinéens ou par des artistes étrangers. On n'a pas cet espace en Guinée. Il n'y a pas d'espace de loisirs, comme on appelle, de détente. Et c'est cet espace-là, ou ces espaces, parce que c'est un complexe, le palais de la jeunesse et de la culture, c'est un complexe qui va nous permettre d'avoir des espaces de création, de diffusion, des salles de répétition, des salles de gymnastique, beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, vont être mises dans cet espace-là pour nous permettre de régler en partie un problème, le problème d'équipement. Parce que le problème d'équipement, c'est un problème entier. De Conakry jusqu'à Yomou, vous ne pouvez pas avoir des équipements dignes de ce nom pour recevoir un spectacle de qualité. Parce qu'un spectacle, c'est le son et c'est la lumière et c'est l'espace qui reçoit. De Conakry jusqu'à Yomou, il n'y a pas un espace qui peut recevoir un spectacle de qualité. Et donc, c'est quand même... Malheureusement. Non, c'est quand même important que l'État s'y penche. Avoir à Conakry le palais de la jeunesse et de la culture, mais avoir dans les communes des espaces pour recevoir des créations artistiques et culturelles, et avoir dans les régions des centres culturels régionaux, avoir dans les préfectures des centres culturels préfectoraux. Ça, c'est sur le plan création et diffusion. Nous avons sur le plan, comme on appelle, des bibliothèques. Sur le plan des bibliothèques, c'est un événement, c'est un projet qui nous tient à cœur. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, l'État va construire une bibliothèque. Pour la première fois, nous ferons la pose de la première pierre le 4 mars, je crois, si j'ai bonne souvenance, le 4 mars. Et c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a donné un espace au ministère de la Culture pour recevoir la Bibliothèque nationale. La Bibliothèque nationale de la Guinée n'existe que de nom. C'est dans une case au musée national. Et donc, pour la première fois, c'est pour cela qu'il faut remercier les autorités de la République, il faut remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé, le Premier ministre, pour la décision prise de donner à la Guinée une bibliothèque nationale. Cette bibliothèque va être construite sur le terrain rouge, à Donka, pour ceux qui connaissent Donka, et l'entrepreneur a déjà commencé le travail, et nous espérons que dans quelques mois ou dans un an, la Guinée va recevoir, vraiment va avoir sa bibliothèque nationale. Alors, mais en plus de ça, il faut avoir des bibliothèques dans les communes, ou des médiathèques dans les communes. Il faut avoir les bibliothèques dans les quartiers. Il faut faire venir le livre. Il faut que le livre soit proche, n'est-ce pas, des enfants, ou des gens qui veulent lire, comme on appelle, qui veulent lire. Aujourd'hui, on a peu, le pourcentage est très faible de lecteurs en Guinée. C'est vrai que des efforts sont en train d'être fournis par l'Harmattan Guinée dans le cadre de la création, comme on appelle, littéraire. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'auteurs. Des gens qui écrivent et qui n'écrivaient pas avant, qui écrivent aujourd'hui parce qu'ils ont un partenaire qui est l'Harmattan Guinée qui les accompagne. Donc on a ce problème. Il y a le problème des musées. Le musée national de Guinée-Sanavalais est un musée historique. Nous avons besoin d'un grand musée. C'est très petit, hein? Oui, c'est même trop petit. Nous avons besoin d'un musée, d'un grand musée, qui va être le musée contemporain, qui va avoir tout ce qu'on doit trouver dans un musée, et qui va être aussi un centre culturel, n'est-ce pas, un complexe culturel, qui peut avoir aussi un espace de création et de diffusion, n'est-ce pas, comme dans tous les autres musées, pour permettre aux gens de venir au musée, de rester longtemps. Le musée de Guinée, vous le visitez en quelques heures, même pas. Mais les musées dans d'autres pays, vous les visitez
toute une journée. Hein. Toute une journée ou 2 jours ou 3 jours. Oui, c'est vrai. Donc c'est important que l'État s'engage pour mettre des musées dans les régions, n'est-ce pas? Dans toutes les régions de la Guinée, on doit mettre des musées régionaux. Et en Guinée, et à Conakry, on met un grand musée, un musée contemporain, pour, comme on appelle, que ce musée puisse jouer son rôle réel de musée. Un projet très ambitieux, hein, très gigantesque, je peux même dire d'intérêt national. Mais en attendant que ce projet ne soit réalisé, est-ce qu'il y a des solutions de rechange? Puisque les hommes de culture, les hommes qui créent ne doivent pas attendre jusqu'à ce que ne doivent pas croiser les bras jusqu'à ce que ce projet soit réalisé quand même. Oui, les espaces que nous avons, les maisons des jeunes, et nous avons dit au ministre de la Jeunesse qu'ils ont complètement coupé la culture dans les maisons des jeunes. C'est les maisons des jeunes et de la culture. Il a promis qu'ils vont remettre. Il a même promis que les maisons des jeunes seront rebaptisées du nom des hommes de culture de notre pays, ce qui est une très bonne chose. Les maisons, il y a des maisons de jeunesse, des maisons de jeunes et de culture. C'est des espaces qu'ils peuvent créer, qu'ils peuvent recevoir. Dans notre entendement, la collaboration que nous allons faire avec le ministère de la Jeunesse doit être l'animation aussi de ces maisons des jeunes. L'animation par les hommes de culture de ces maisons des jeunes. Donc ça va être des lieux de création et de diffusion pour les hommes de culture. Et c'est vrai que c'est un projet gigantesque. C'est un projet que nous avons monté, c'est les grands chantiers culturels du chef de l'État qui vont nous permettre d'avoir des équipements culturels pour la Guinée, pour faire avancer le secteur de la culture. C'est vrai. Mais on peut aussi, comme solution de rechange, jouer partout avec 2 ou 3 projecteurs ou 4 projecteurs dans les jardins. On peut jouer dans un espace qui est vraiment vide. Il faut viabiliser ces espaces-là pour faire avancer. Et ça, c'est pas compliqué. Il faut sensibiliser les artistes qu'on peut jouer dans cet espace-là avec des projecteurs, avec comme on appelle le son, et que ça peut avancer. Et en attendant que la décision soit prise par l'État de doter de la culture d'équipements culturels adéquats. Je crois que ça va être la dernière question. Tout est priorité, ça me revient souvent quand même. Hein. Mais quelque part, vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour faire avancer la culture. Oui. C'est quoi cette chose? Nous sommes en train de travailler d'abord sur la conscience des cadres du ministère, sur leur façon de voir, leur façon de se comporter, comment traiter les dossiers, comment un document, une lettre ne peut pas, n'est-ce pas, retarder dans un service, 48 heures maximum. Ça, c'est important, ça peut faire avancer. Mais nous sommes en train demain même, on a une réunion avec l'expert du 3e pôle sur les états généraux de la culture. Tout le déclencheur pour nous, pour faire avancer la culture, dépend des états généraux de la culture. Si nous avons les états généraux de la culture, nous avons notre document de politique culturelle qui est validé par l'État guinéen et par les partenaires de développement, nous pouvons dire que le secteur de la culture a fait un grand pas. Parce que le secteur de la culture aurait proposé un document qui aurait été accepté par l'État et les partenaires de développement pour faire avancer le secteur de la culture. Ça nous permet de régler le problème d'équipement, le problème de formation, surtout le problème de formation, parce que nous sommes dans un secteur où les gens n'ont pas reçu la formation requise pour être opérateurs et administrateurs culturels ou acteurs culturels. Ils sont venus, ils ont été formés sur l'État, ils sont venus par amour, ils sont venus ou certains par, comme on appelle, gain facile, mais la plupart sont venus par amour pour la culture, pour faire avancer la culture. Il faut leur donner une formation, il faut renforcer leurs capacités. Nous allons, dans ce document de politique culturelle, mettre un accent d'honneur sur la formation. Il y a le patrimoine, qui va nous permettre de savoir qui nous sommes, d'où nous venons, n'est-ce pas, qu'est-ce que nous avons été et quels sont réellement le patrimoine que nous avons. Sur le plan de la lecture et sur le plan des livres, ça va nous permettre de booster la création littéraire, parce que nous allons créer des événements comme le concours littéraire national doté du Grand Prix du Président de la République, où les prix vont être donnés aux premiers et où les premiers, comme on appelle, de chaque genre vont être édités. Cela va permettre, n'est-ce pas, d'avoir
une production littéraire, comme on appelle une grande production littéraire, et qu'on puisse au moins avoir des livres d'auteurs guinéens. Parce que ça fait très mal d'aller dans les écoles et de trouver des livres d'auteurs étrangers qu'on est en train d'étudier pendant qu'on a des auteurs qui peuvent être étudiés dans nos écoles et connus par, comme on appelle nos fils, nos jeunes frères, et parce que tout simplement, ils se sont mis, ils ont produit un truc, une production culturelle qui peut, n'est-ce pas, servir. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais nous pensons, nous avons grand espoir que ça va aller. Ça va vraiment aller parce que aujourd'hui, façonner les personnes, les cadres, et à épouser la vision, c'est déjà un grand pas. Tous les cadres ont épousé la vision et qu'on doit aller de l'avant. Et qu'ils doivent travailler. Avant, les gens, ils venaient comme ils veulent. Et nous, on a commencé avant que le ministère de la fonction publique ne mette le contrôle régulier au niveau des travailleurs. Aujourd'hui, les gens viennent à l'heure, ils quittent à l'heure, parce qu'ils ont de la matière à faire du travail. Oui. Si les gens n'ont rien à faire, ils ne viennent pas travailler. À la fin du mois, ils prennent leur salaire, parce qu'on ne peut pas, comme on appelle, les empêcher de prendre leur salaire. Mais aujourd'hui, les gens viennent, ils ont des dossiers, ils ont un temps pour traiter ces dossiers, et il y a un suivi qui est fait, n'est-ce pas, de cela. Parce que quand vous donnez un dossier à un service, il faut suivre. Il faut suivre pour qu'il y ait un retour d'information. Le dossier doit aller où? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est une réponse de la lettre, si on doit participer à une réunion, tout ça là, les gens doivent le savoir. Pour le savoir, il faut le suivre. Et il faut montrer aux gens. C'est comme ça qu'on travaille dans l'administration. L'administration n'est pas pour quelqu'un, c'est pour l'ensemble des travailleurs. Et ça marche. Et aujourd'hui, Dieu merci au ministère de la Culture. Vous pouvez aller demander à tous les travailleurs du ministère de la Culture qu'est-ce qui a changé. Ils vous diront que ça a changé. Ils vous diront que l'atmosphère a changé. Ils vous diront qu'il y a la confiance qui est revenue. Ils vous diront que les gens aiment aujourd'hui faire leur travail. Même s'il n'y a pas de moyens, mais à la fin du mois, comme ils ont leur salaire, ils travaillent. Et quand il y a une information, c'est partagé avec l'ensemble des travailleurs. Nous faisons des assemblées générales. N'est-ce pas? Ça, pour informer les travailleurs, déjà c'est une victoire. Pour informer les travailleurs des décisions qui ont été envisagées au cabinet. Voilà les décisions qui ont été envisagées. Voilà nous sommes à quel niveau. Et nous allons revenir pour vous donner des informations sur le processus de mise en œuvre des projets que nous avons ciblés. Donc l'espoir est revenu. L'espoir est revenu. Oui. L'espoir est revenu. Alors avant de partir, Monsieur Conté, juste un dernier mot, cette fois-ci à l'endroit de ces hommes, autant pour moi, de culture qui avaient emprunté un autre chemin, à ces autorités par rapport à la culture. Là, je préfère que vous les regardiez à travers votre caméra pour véhiculer ce message. La culture est importante, c'est vrai. Mais elle ne peut pas être mise en œuvre si chacun de nous ne s'y met pas. Chacun de nous doit faire quelque chose. Chacun de nous, là où il est, le président de la République peut faire quelque chose pour la culture. Le Premier ministre peut faire quelque chose pour la culture. Chaque ministre du gouvernement peut faire quelque chose pour le secteur de la culture. Chaque acteur et opérateur culturel, connu ou anonyme, peut apporter quelque chose à notre culture, à notre patrimoine. Il ne s'agit pas d'attendre que des gens disent voilà, comme on appelle les moyens, là où on peut travailler pour la culture, on peut le faire. Chacun peut un peu. Au ministère de la Culture, chaque cadre, chaque travailleur peut apporter quelque chose au projet que nous sommes en train de défendre maintenant. Chacun peut un peu. C'est quand on est ensemble qu'on est très, comme on appelle, on est très fort. Et que le secteur de la culture qui est un secteur important, parce que même les réticences aujourd'hui sur le plan Ebola, c'est parce que les gens ne connaissent pas la culture, ne connaissent pas leur propre culture. Sinon, les réticences pour lutter contre une épidémie, c'est quand même une affaire... lutter contre l'épidémie, c'est une affaire de tous. Oui. On ne doit pas, n'est-ce pas, adopter une position pour dire non, nous, on ne sait pas que cette maladie existe. Tout le monde sait que cette maladie existe, qui a tué plusieurs milliers de personnes dans les 3 pays. Je pense que c'est aussi culturel. Sur le plan politique, tout ce qui est en train de se faire là, entre les Guinéens, c'est la méconnaissance de notre culture. Oui, c'est vrai. Des aspects culturels de notre pays. Sinon, tel ne peut pas être contre tel.
tel ne peut pas dire moi, il faut moi pour que ça soit. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne connaissent pas la culture. Même l'histoire récente de la Guinée, le Guinéen ne le connaît pas. C'est pour cela que tout le monde peut dire tout, à tout moment et partout, dans notre pays aujourd'hui. Tout le monde peut dire tout, à tout moment et partout. Or, l'histoire est là, la culture est là. Je pense que aux hommes politiques, c'est que de tous bords, n'est-ce pas confondus, c'est de nous rendre la cité paisible. C'est de nous rendre la cité paisible. Nous, hommes de culture, on ne peut vivre que dans la paix. Nous, hommes de culture, on ne peut pas vivre dans la pagaille. Parce que ce n'est que c'est le nom de ce qu'on est en train de créer dans ce pays aujourd'hui. C'est la pagaille que les hommes politiques créent dans notre pays. Nous, hommes de culture, on est contre ça. Je vous remercie. On est vraiment contre ça, mesdames et messieurs. N'acceptez jamais de perdre votre culture. Si vous acceptez de perdre votre culture, c'est que vous perdez votre identité. Quelqu'un l'a dit quelque part, qu'il est beau, hein, partout où on se rencontre, il est beau de parler de la culture. Mais continuez à parler de la culture sans ma culture. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était votre émission sur les arts et la culture CLAP. Comme invité, nous avions monsieur Mohamed Amirou Conté, opérateur culturel et secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine. Moi, je dirais peut-être, pourquoi pas, le futur ministre de la Culture. Hein? Ça peut venir. C'est notre souhait le plus ardent. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de l'attention et bonne suite de programme sur la RTG. Merci. Bonsoir et au revoir. Merci.